Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de mon showcast The Backstage, là où nous explorons les coulisses de votre marque personnelle. Pourquoi les coulisses ? Parce que nous allons traiter de personal branding. Le personal branding, c'est le moment charnière où, une fois apprêté, vous allez passer de votre sphère privée à votre vie publique. Et c'est dans cette transition que vous commencez à incarner votre personnage public. Mais votre rôle public est-il une pure construction ? Ou allez-vous puiser dans votre ADN pour faire émerger votre singularité et votre authenticité ? Aujourd'hui, dans le monde, nous parlons beaucoup de marque personnelle, mais derrière ce concept devenu assez incontournable, une vraie question se pose. Comment identifier et communiquer notre identité personnelle de manière claire ? Pour réfléchir à cette thématique aussi passionnante que complexe, nous allons nous inspirer des techniques du théâtre, des comédiens et des chanteurs du spectacle vivant. Car qui mieux que les artistes sur scène sait incarner un rôle tout en restant connecté à leurs émotions et à leur singularité. Pour nous accompagner dans ce voyage, j'ai d'abord l'immense plaisir de vous présenter Luc Chambon, comédien, metteur en scène, mais aussi formateur spécialisé en communication et en prise de parole. Luc a joué dans des dizaines de pièces, de films et de séries, théâtre, télévision, doublage, il sait tout faire. Et je dois vous dire que Luc et moi avons aussi partagé la scène. Aujourd'hui, il me fait l'honneur de co-animer avec moi ce showcast. Luc, bienvenue. Merci beaucoup Marie-Camille et bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce matin et ravi de pouvoir converser avec qui vous savez. Qui nous savons, exactement. Alors, nous avons la chance que tu sois disponible car tu as une actualité bien chargée et je crois savoir que tu as fait quelques représentations d'une certaine pièce qui s'appelle Le Dîner de cons. Combien ? En effet, nous avons eu le plaisir de jouer le Dîner de cons que nous jouons maintenant depuis près de 2 ans. C'est une sorte de classique comique. Et effectivement, pendant toutes les vacances de Noël, on a eu le plaisir de jouer à Lyon et puis à Mâcon, cette pièce dont tout le monde connaît les répliques par cœur. Donc, il est pour nous interdit de faire la moindre erreur. Voilà. Mais c'était un grand, grand plaisir. Une grande chance, c'est sûr. Et je me tourne maintenant vers notre invité spécial qui me fait le grand honneur d'accepter mon invitation pour ce premier showcast. C'est mes débuts, donc je vais essayer de faire mon travail correctement. Il s'agit de Jacques Chambon, comédien et auteur. Vous le connaissez sûrement pour son rôle mythique de Merlin dans Kaamelott, mais Jacques est aussi un maître de l'écriture avec plus de 20 pièces de théâtre à son actif. Un parcours riche entre théâtre, télévision et cinéma. Jacques, un immense merci d'être avec nous. Mais c'est un plaisir, Marie-Camille. Tu es actuellement au Théâtre de Carouge où tu joues dans une pièce qui se nomme Wendy et Peter Pan, une pièce d'après James Matthew Barrie, dans une mise en scène de Jean-Christophe Ambert, et ça se joue du 10 au 26 janvier. Et je dois dire, avant de te demander tes impressions sur la façon dont ça s'est déroulé, que je suis allée voir le spectacle la semaine dernière, et c'est féerique. Le travail de mise en scène, le travail des comédiens qui passent d'un rôle à l'autre. Et je me suis retrouvée assez rapidement, au fur et à mesure de la représentation, dans un livre de contes. Voilà. Oui. C'était exactement ça. Donc, je n'avais pas le livre, mais il se déroulait devant moi en direct. Donc, c'était assez extraordinaire. Ça se passe bien ? Ça se passe très bien. D'abord, le Théâtre de Carouge est un théâtre absolument magnifique qui est créé entièrement au service du spectacle. Tous les corps de métier ont contribué à la fabrication de ce théâtre et ça se sent que ce théâtre a été fait par des gens qui font du théâtre. Et l'accueil est formidable. On a du public tous les soirs, c'est complet tous les soirs. Oui, et c'est vrai que cette version de Peter Pan, qui est assez éloignée du petit farfadet vert que Walt Disney nous avait proposé, c'est une version un peu plus sombre, un peu plus profonde, un peu plus tourmentée peut-être. Mais en tout cas, c'est un grand, grand plaisir de jouer ce spectacle ici. Voilà, c'est une troupe, on est 7 sur scène. Et effectivement, on a la chance de pouvoir passer d'un personnage à l'autre, d'une scène à l'autre.
Et ça fait partie des grands plaisirs de ce métier de comédien. Et donc, justement, de changer de rôle, de passer d'un rôle à l'autre, d'un personnage à l'autre en quelques secondes. Et je pense qu'on va aborder tout ça Exactement, aussi. tu me donnes l'opportunité de ma super transition, qui est justement, merci à tous les deux déjà, après cette présentation, la construction de son personnage. Donc c'est maintenant, on va parler de ça justement, parce que construire un personnage, c'est aussi construire une marque personnelle. Donc ça, c'est pour les gens qui s'intéressent au personal branding. Donc nous allons un petit peu... essayer de discuter de différentes pistes et comment est-ce qu'on peut s'organiser pour construire un personnage. Mais avant, j'aimerais avoir l'avis de Luc sur une citation de ce grand William Shakespeare qui parle du théâtre et qui dit, et des rôles des personnes qui jouent leur propre rôle, le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. Donc, Luc, je m'adresse à toi déjà pour commencer. Comment est-ce que tu expliques cette citation ? Le grand William a parsemé toute son œuvre théâtrale, c'est à savoir 37 pièces, je crois, plus les sonnets, etc. Mais il a parsemé toute son œuvre de ces citations qui nous rappellent que le monde, nous nous comportons dans le monde comme des comédiens sur une scène de théâtre. Dans Le Marchand de Venise, acte 1, scène 1, je tiens ce monde pour ce qu'il est, un théâtre où chacun doit jouer son rôle, etc., etc. Et ce qui est très frappant, c'est que près de 400 ans plus tard, il y a tout un pan de la sociologie, de la psychologie nord-américaine notamment, comme des gens comme Erving Goffman, comme Paul Václavic, comme d'autres, comme Sartre en France, disent exactement la même chose. Nous sommes amenés à jouer des rôles dans la sphère publique. Il y a des coulisses qui sont notre vie privée, et puis dès lors que nous sommes à vue avec nos contemporains, nous devons jouer des rôles, répondre à quelques exigences à la fois textuelles, comportementales, vestimentaires, qui font qu'on est la bonne personne au bon endroit au bon moment. Par exemple, on ne va pas au mariage de son meilleur ami déguisé en poussin géant, ou alors, c'est pour une blague, mais chaque scène de la vie quotidienne appelle un comportement. Alors on apprend ça aux enfants lors de l'éducation, ça s'appelle la socialisation. La socialisation qui apprend à chacun à se comporter comme il faut, entre guillemets, dans les endroits que nous allons traverser dans notre existence. Voilà. Donc la métaphore théâtrale fonctionne parfaitement. Et j'ajouterais même qu'à cette richesse shakespearienne s'ajoutent d'autres auteurs de théâtre comme Nikolai Evreïnov qui a écrit que le monde se divisait en 3 catégories. Ceux qui savent que le monde est un théâtre et qui font tout pour bien y jouer leur rôle. Deuxième catégorie, ceux qui ne savent pas que le monde est un théâtre. Et troisième catégorie, ceux qui savent que le monde est un théâtre mais qui ne font rien de cette information. Et moi, je crois que quand on sait que l'on joue mieux que quand on ne sait pas que l'on joue. Voilà. Parfait. Donc, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, comment définir et incarner pleinement son rôle ? La question que j'ai pour toi, Jacques, c'est est-ce que le fait de jouer son propre rôle peut nous faire perdre notre authenticité ? À partir d'où le fait, parce que là, évidemment, toi, tu as l'habitude de jouer des rôles qui... Enfin, raconte-nous, peut-être tu t'inspires pour jouer un rôle en particulier, par exemple. Pour jouer un rôle en particulier, je pars du matériau qui est à ma disposition, c'est-à-dire le texte. Et moi-même, le matériau principal, c'est ma propre personne. Et donc, ma propre personne, elle est constituée à la fois de nature et de culture. Ça, c'est peut-être important aussi d'associer ces deux notions, la nature et la culture. C'est-à-dire que moi, je me sers de ce que je suis à la fois biologiquement, physiologiquement, puis je me sers aussi de ce que je suis culturellement, de mes apprentissages, pour essayer de construire un personnage qui me sera forcément proche puisqu'il viendra de moi, mais dont j'aurai intégré les particularismes, les particularités, et qui font que ce personnage, il est finalement un peu plus exotique pour moi que ma propre personne, qui en soi n'a pas grand intérêt sur un plateau. Voilà. Et ce travail de comédien-là, il se fait à partir de plein de choses, de plein d'informations, des informations qui viennent du texte, des informations aussi qui viennent de moi-même, c'est-à-dire à quel rythme ce personnage va parler, à quel rythme il va se déplacer, de quelle façon il va bouger, de quelle façon il va s'adresser aux gens, de quelle façon il se déplace dans l'espace par rapport aux gens avec qui il est en interaction.
La géométrie sur un plateau, c'est très important. Si je suis très près d'un partenaire, je n'exprime pas la même chose que si je suis à 2 mètres. Le rapport de force n'est pas le même. Donc, il y a toutes ces choses qui rentrent en ligne de compte dans la construction du personnage. Alors, dans le personnage public quotidien, je dirais qu'on n'a pas conscience de tout ça, finalement. Et alors, justement, ma question, c'est est-ce qu'on peut s'interroger sur tout ça pour progressivement arriver à construire sa propre marque personnelle. Je suis persuadé que... Sans perdre cette authenticité. C'est ça qui dérange les gens en général. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'acteur, et je pense que Luc ne me contredira pas, l'acteur, pour être crédible, il faut qu'il soit pleinement sincère. Voilà. Et l'acteur qui joue Richard III, il faut qu'il soit Richard III pleinement sincère, avec toute la monstruosité de Richard III. Il faut qu'il la fasse sienne et qu'il soit d'une sincérité absolue. C'est le paradoxe du comédien, hein. Ça c'est pas nouveau, on le sait depuis longtemps. On doit être sincère dans le mensonge, dans la fabrication. Voilà. Oui, ça c'est le genre de choses qui pourrait éventuellement choquer quand on travaille son personal branding. C'est que justement, on veut être authentique et donc partager les vraies valeurs qu'on a, partager notre aspect émotionnel réel, nos attitudes corporelles réelles, etc. Donc tout ça, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler la présence ? Est-ce qu'on parle beaucoup de présence au théâtre, hein ? Un tel a de la présence, un tel... Oui, on parle de présence, quelquefois on parle de charisme ou d'un voilà. Ça, en fait, je pense que la présence, elle est à la fois, c'est un mélange à la fois de sincérité, on parlait de sincérité, et justement, peut-être que le personal branding, il a ses limites aussi en matière d'adhésion à des valeurs, par exemple. Ouais. C'est vrai que je pense qu'on aura beau travailler, être très en contrôle de sa propre personne, quand on sera confronté à des valeurs qui sont contraires aux nôtres. Là, je pense que le personal branding ne peut plus grand-chose pour nous et qu'on sera dans un mensonge et dans un mal-être qui aboutira à une rupture. Ou alors, on décide de rester en accord avec ses valeurs et on décide que dans notre personal branding, on est en accord avec ses valeurs et on ne va pas dans un autre chemin. Et on les incarne vraiment, quitte à être en réaction à l'environnement, peut-être. Voilà. Donc, en fait, tu as parlé de langage non verbal et c'est vrai que finalement, en construisant et en identifiant toutes ces particularités qui sont de notre expression vocale, tu en as parlé, hein, le ton, la voix, le rythme, les appuis, l'intonation. Moi, j'ai essayé de réfléchir un peu à ce langage non verbal, de m'interroger sur des stars qui sont connues du grand public et qui, a priori, font l'unanimité. Puis on se dit, mais qu'est-ce qui fait que... Il y a quelque chose. Donc, il y a l'expression vocale, il y a toutes les particularités de notre langage non verbal. Je reprécise tout ce que tu viens de dire. Donc, c'est-à-dire notre gestuelle. On peut avoir des gestes récurrents. Hein, ça arrive quand on travaille un personnage d'identifier des gestes récurrents qui vont rendre le personnage singulier, lui donner une identité. Notre rythme, le mouvement, on peut être lent, rapide. Et le regard. Le regard, c'est aussi un truc... je ne suis pas sûre que les gens aient vraiment conscience de l'importance du regard. Oui, alors le regard, c'est très important et en même temps, le regard, c'est quelque chose d'assez impudique. C'est-à-dire que c'est très difficile de regarder quelqu'un qu'on ne connaît pas dans les yeux et d'échanger vraiment avec lui les yeux dans les yeux. C'est compliqué. Il y a une artiste contemporaine qui a produit ça. Elle proposait à des inconnus de se retrouver face à face et de se regarder dans les yeux et d'essayer de ressentir ce qui se passait. Et c'est très émouvant de voir ces personnes face à face qui ne se sont jamais rencontrées, qui d'un seul coup échangent par le regard des émotions très très fortes. Le regard, c'est important et c'est vrai que quelquefois il faut lutter contre sa nature qui fait que quelquefois on est plutôt entraîné par notre propre nature à détourner le regard parce que peur de la confrontation, peur de l'impudeur, voilà. Mais le regard, c'est très important, effectivement. C'est vrai que la pudeur, c'est aussi, on n'aura pas le temps d'en parler malheureusement aujourd'hui, mais la pudeur, ça se teste aussi quand on commence à chanter devant quelqu'un. Donc, ce que tu parles du regard, au niveau de la voix, c'est aussi quelque chose qui est assez notable. Alors, j'ai une dernière chose à dire par rapport à ces particularités. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais quand on travaille un personnage, il y a le style vestimentaire, il y a tous les accessoires donc, qui nous représentent bien. Ça peut être, je ne sais pas, une montre, un stylo, une paire de lunettes. Oui, tout à fait. Toutes ces choses. Et donc, une fois tous ces éléments de non-verbal identifiés, on peut s'en servir
On peut décider d'accentuer ou diminuer selon ce qu'on veut Bien plutôt faire sûr. ressortir dans certains rôles, justement. Luc, là, peut-être tu peux, juste pour terminer cette partie-là, nous dire qu'est-ce que comment est-ce qu'on identifie dans chaque rôle qu'on doit jouer son personnage. Je sais que dans les formations que tu fais, tu parles de certains postes où on doit vraiment identifier le personnage qu'on a à jouer, le personnage. Oui, je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Jacques, avec lequel je suis entièrement d'accord, mais il y a tout ce qu'on appelle l'objectif du personnage. Que veut mon personnage? De quoi a-t-il envie? Et qu'est-ce qu'il va mettre en œuvre de lui-même, de ce qu'il connaît, de ce qu'il a appris pour atteindre cet objectif? Et je pense que là, pour ce qui touche au personal branding et la construction sociale de son personnage, c'est intéressant aussi de réfléchir à ça. De quoi j'ai envie et qu'est-ce que je vais mobiliser, que je connais, que je maîtrise, pour pouvoir atteindre ce but. Alors on pourrait prendre l'exemple du type qui va acheter sa baguette de pain le matin à la boulangerie. Il peut décider, par fantaisie, de donner un grand coup de pied dans la porte, rentrer dans la boutique et hurler « Je veux du pain !» Mais je ne suis pas certain que cette façon de faire, même si l'objectif est clair, soit partagée par ses partenaires. Il faut toujours considérer aussi que on est des êtres socialisés, tout comme un acteur avec ses partenaires, il doit prendre en compte ce qui se passe autour et donc répondre à un certain nombre de normes. Mais l'objectif personnel, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je recherche, vers quoi je me dirige, ce sont des questions très très importantes. Et en général, à moins d'être un psychopathe notoire, on accorde nos outils, le verbal, le non-verbal, le paraverbal, notre façon de nous habiller, de nous déplacer, etc., pour atteindre ce but. Génial. Luc, j'ai un petit message de la régie qui te demande d'ouvrir un tout petit peu ta veste. Alors, je vais te dire pourquoi. C'est le micro qui d'accord. Je cogne suis dessus. navré pour les perturbations sonores que vous avez pu entendre. Bon, Désolé. du coup, ça nous a donné beaucoup d'émotions d'entendre ça. Justement, je voudrais maintenant qu'on parle un peu d'émotion. L'émotion est au cœur de toute communication réussie. On en parle beaucoup dans le marketing. Et raté. Parce que souvent, c'est aussi l'émotion qui nous fait rater notre communication. Alors justement, comment la maîtriser pour captiver son audience, son auditoire? Parce que on est toujours à ce point où on doit ou alors laisser aller. Parce que je fais juste une petite aparté. Il y a beaucoup de coachs qui disent si vous voulez être authentique. Laissez aller vos émotions. Lâcher prise. Le problème, c'est que quand on lâche ses émotions, on n'a plus le contrôle de rien du tout et le message risque d'être un petit peu perdu. Tout à fait. Oui, c'est vrai que les émotions, c'est un matériau fondamental pour la communication et l'expression en général. Quelquefois, ces émotions, elles sont fortes parce qu'on n'est pas physiologiquement fabriqué pour parler en public, par exemple. Oui. L'homme n'est pas fait pour ça. L'homme est plus fait pour la communication interpersonnelle que pour s'adresser à un public. Et dans ces cas-là, il y a ce qui s'appelle le trac, par exemple, qui s'installe et qui est une espèce de forme d'émotion qu'on peut sentir comme négative, qu'on peut ressentir comme négative. Et en fait, il y a peut-être un moyen il y a des moyens très très simples de la renverser et d'en faire un élément positif, un appui pour l'expression, pour la communication et pour la performance scénique quand il s'agit du comédien. Voilà. Et est-ce qu'on peut apprendre à transmettre une émotion? Est-ce que ça, dans les cours de théâtre, c'est des choses qui se travaillent? Oui, alors en fait, pour transmettre une émotion, faut la ressentir. On ne peut pas transmettre une émotion sans la ressentir soi-même. Et je dirais que ça induit, parce qu'on parle d'émotion, mais dans la mesure où on est censé transmettre quelque chose, que ce soit une émotion au théâtre, que ce soit dans le cadre d'une performance scénique ou même dans le cadre d'une performance pédagogique ou même dans le cadre d'une performance managériale, il y a une chose qui est très importante et qui recouvre un peu tout ce qu'on s'est dit, c'est le sentiment de la légitimité. C'est-à-dire que le comédien, quand il a bien travaillé son personnage, qui se sent capable de l'exprimer toute la palette d'émotions du personnage, et le comédien, il est légitime, il se sent légitime. Il y a un moment où on se dit, bon, c'est bon, je peux y aller, ce personnage, il est costaud. Tout comme dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, quelquefois, il faut quelquefois se ramener soi-même à sa propre légitimité en se disant, mais en fait, finalement, je suis le mieux placé à ma place, à cet endroit, à ce moment,
pour dire ce que j'ai à dire à ces gens, à cette personne, à la femme à qui je vais déclarer mon amour, à un client à qui je vais vendre un produit ou à un manager à qui je vais essayer de vendre une idée. La légitimité, à mon avis, c'est une espèce de ciment émotionnel qui permet de se renforcer et qui permet de s'appuyer sur ses propres émotions sans les craindre et sans en avoir peur. Ouais. Et quand on arrive à ça, c'est un petit peu le paradis. Ah bah, je ne sais pas Parce si que... c'est le paradis, parce qu'après, il faut que le manager accepte l'idée, il faut que le public accepte le personnage, et il faut que l'élève accepte l'enseignement. Mais en tout cas, on est un peu plus armé et on est un peu plus en confiance que si on se pose des questions sans arrêt sur est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que j'ai raison de faire ça, est-ce que j'ai raison de dire ça. Alors moi, j'ai une question pour toi, Luc. Peut-on apprendre... comment ça se passe quand on doit faire au niveau du corps, de la voix et du regard? Est-ce que les comédiens ont des trucs? Est-ce qu'ils amplifient des choses? Et comment ça se passe? Mais oui, il y a une... pour rebondir sur cette question de l'émotion, il faut savoir aussi que nos émotions, on ne peut pas les cacher. Ce sont des signes corporels, physiologiques qui arrivent et qu'on ne peut dissimuler. Donc on doit faire avec. Et à l'instar d'un enfant de 3 ans qui parfois s'émotionne pour un caprice, donc il va faire semblant de pleurer, et au fur et à mesure de sa stratégie, il va s'émotionner lui-même et rentrer dans un cycle où tout d'un coup, les pleurs qui étaient jusqu'ici fins finissent par être réels. Je ne sais plus qui disait, les émotions que nous feignons, nous finissons par les ressentir. Puis évidemment, quelqu'un a rajouté, les émotions que nous ressentons, nous finissons par les feindre, etc. Bref, notre rapport aux émotions et aux sentiments, c'est comme une boucle rétroactive. Dès lors qu'on arrive à transmettre par des mots nos émotions, donc signes corporels, physiologiques, par du langage, on passe de l'émotion au sentiment. Et ça, c'est un chemin très, très important à faire. Et comme l'a dit très justement Jacques, notre légitimité nous permet de laisser libre cours à nos émotions parce que c'est un matériau extrêmement utile pour jouer ce qui est faux. Ouais. Un peu comme le gamin de 3 ans qui veut obtenir le jouet dans la vitrine ou le gâteau sur la table. Voilà. D'accord. Donc en fait, il y a quand même une chose, le moment à gérer, c'est de ne pas se laisser complètement emporter par ses émotions pour pouvoir continuer à garder le contrôle Absolument. sur le message qu'on est en train de passer. Il faut pouvoir les reconnaître, les traduire, s'écouter. Parfois s'écouter soi, qu'est-ce que je ressens, comment je me sens. On connaît le trac puisqu'on est comédien et avant de rentrer, on a toujours le trac. Si on n'a pas le trac, c'est pas très bon signe. Le trac nous rappelle que ce qu'on fait est un petit peu important, qu'il y a un enjeu et que c'est un peu comme... J'aime bien utiliser la métaphore du morceau de sucre dans le café. Le trac, c'est comme un morceau de sucre dans votre café. Ça va donner un peu d'énergie, mais ça va se dissoudre très vite, vous allez voir. Donc, c'est cette émotion physiologique qu'on ressent, on peut se dire qu'elle est utile parce qu'elle nous sert de stimulant, d'aiguillon. Et puisqu'on est légitime, on va pouvoir ensuite oublier ce stress, ces signes physiologiques qui peuvent nous paraître gênants, des rougeurs, des chaleurs, bref, des bouffées de chaleur. Très vite, ça va se dissoudre dans l'action et on va reprendre pied dans ce qu'on a à faire, ce qu'on a à reproduire. Et alors justement, en parlant de ça, Jacques, tu parles d'énergie propre à la scène. Oui. Est-ce que ça peut aider à gérer son trac? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose tout d'un coup qui arrive de l'audience qui nous disent « Allez, vas-y, maintenant c'est à toi de parler » ou « C'est à toi de jouer » ? Alors, en fait, le trac, oui, cette émotion particulière, d'abord, moi, je la considère comme un moment important et indispensable de la préparation à la communication. C'est un moment de concentration d'énergie où on se rend compte que l'énergie, elle est là et on la concentre de façon un peu douloureuse, un peu difficile quelquefois, mais en tout cas, c'est un appui, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et puis, en fait, pour le comédien, Luc disait, ça se dissout très vite. C'est vrai qu'à partir du moment où le spectacle a démarré, le trac, il est complètement oublié. Pour quelqu'un qui aura à prendre la parole en public dans le cadre de son métier, c'est peut-être un peu plus difficile parce que le comédien, lui, il a un parcours tracé de A à Z sur la scène et il sait exactement où il doit aller. L'intervenant en public, il ne sait pas forcément comment il va être interrogé, il va devoir rebondir, argumenter, etc., etc. Mais
Donc là, il y a une grosse question aussi de préparation. On n'a pas eu le temps d'en parler. Bien sûr, il y a une question de préparation, il y a une question aussi d'accepter ce track et de s'en servir comme d'un outil positif, un outil de concentration d'énergie. Et puis aussi, s'appuyer aussi sur l'énergie que produit l'auditoire. C'est-à-dire qu'en fait, partir du principe que quand on s'adresse à des gens, on peut être assez tranquille pour se dire qu'ils ne sont pas systématiquement hostiles à ce qu'on va dire et à ce qu'on va être. Et donc, on peut spéculer sur la bienveillance du public et donc s'appuyer sur cette bienveillance en la prenant comme une énergie qui va venir de l'extérieur, mais qui va nous servir à ressentir cette légitimité et à relâcher la tension et à fluidifier les émotions. Voilà. Et ça, c'est quand on a la chance d'avoir une audience en face de nous, parce que là, quand on a une caméra en face de nous, on ne voit pas l'audience. Oui, non. Donc ça, c'est un exercice un petit peu encore différent. Oui, c'est vrai. Mais alors moi, pensons que toute cette audience qui nous regarde, qui regarde en ce moment ce live est a priori bienveillant, voilà, et nous veut du bien et nous veut au moins autant de bien que nous leur en voulons. Exact. Voilà. Exactement. Donc, voilà. Donc maintenant, je veux clore cette petite partie pour le track, la concentration, etc., pour passer à quelque chose d'une petite séquence un peu plus rigolote, mais qui aurait quand même un objectif, c'est de parler de la gestion de sa diction, de son air. Donc, il y a des petits exercices pour ça. Et puis, aussi pour illustrer le langage paraverbal. Donc, je vais vous proposer... J'appelle ça la pratique. Bon, c'est voilà. Il y a des petits exercices que font les comédiens qui s'appellent les vire-langues ou les twist tongues avec mon magnifique accent. Et c'est une façon de s'entraîner pour ramollir sa mâchoire, utiliser l'air. Enfin, moi, c'est toujours les conseils que je donne. Hein, c'est respirer et surfer sur l'air, poser votre voix sur l'air pour arriver à avoir un débit qui soit sans verrou musculaire. Voilà. C'est toujours les verrous musculaires, c'est toujours ça qui nous embête. Donc, je vous propose un petit vire-langue. Alors moi, je l'ai un peu travaillé. J'espère que je ne vais pas me planter, parce que sinon, c'est un peu ridicule. Alors, c'est didon, dina, diton, de didododu, de didodu dindon. Donc, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, regarde, écoute, je te donne ma petite fiche. Si tu me la rends, hein, parce que sans mes fiches... Alors... Didon, dine, dit-on, de dido, dodu, de didodu, dindon. Ah oui, d'accord, ouais. Didon, dina, dit-on, de dido, dodu, de didodu, dindon. Ah oui. Génial. Didon, dine... Ah oui. Didon, dina, dit-on, de dido, dodu, de didodu, dindon. Ah ouais, elle est pas mal celle-là. Franchement, jolie, hein. Bravo. Je la connaissais pas. Ouais. Est-ce que Luc, tu acceptes de jouer avec nous ? Mais bien sûr que je vais accepter de jouer, mais avant, je voudrais dire que ces exercices de diction concourent tous à avoir ce que j'appelle l'écriture sonore. C'est-à-dire que si on fait le parallèle avec notre écriture graphique, on écrit bien pour être bien lu. Et donc, on va essayer de bien parler pour être bien entendu. Et donc, moi je parle souvent de calligraphie sonore, bien former les lettres, et puis ne pas écrire trop vite, ne pas parler trop vite. Un débit normal, une prosodie normale, c'est entre 150 et 200 mots minute dans la vraie vie. Ouais. Après, selon les personnages que l'on joue, on peut réduire ou accélérer, évidemment. Donc, j'essaye de gagner du temps, mais je vais essayer... c'est ça, en fait. Bien essayé, mais ça zut, nous n'avons plus le temps, nous sommes obligés de terminer. Non, didon, dina, dit-on, de dido, dodu, de dido, du dindon. Génial. Mais bravo, première fois, c'est pas drôle. Hein. Bon, alors, je dois essayer d'accélérer un tout petit peu, mais pour respecter le temps de l'audience, puisqu'on est censé terminer à 13h, il y a une question qui est arrivée, une question de Paul. Comment définissez-vous votre personal branding en tant qu'acteur et comment cela influence-t-il vos choix de rôle ? Voilà, donc tu as 20 secondes pour répondre, s'il te plaît. En fait, mon personal branding, je dirais qu'il est complètement nourri par le sentiment tardif que j'ai eu de ma légitimité dans ce métier. Il a été tardif, j'ai longtemps trimballé le syndrome de l'imposteur en me disant, de toute façon, ça va s'arrêter un jour. Et puis un beau jour, je me suis dit, mais en fait... L'endroit où je me sens le mieux à ma place sur le plan de l'expression et sur le plan du métier et sur le plan de la passion, c'est sur un plateau de théâtre.
Donc, une fois que j'ai compris ça, j'avais plus grand-chose à régler en termes de personal branding. Je m'habille n'importe comment, je suis d'accord. Enfin, je m'habille, j'ai plutôt tendance à privilégier le bien-être et le confort plutôt que le style. Mais voilà, et ça me va très bien comme ça. Génial. Et toi, Luc, j'imagine que tu as énormément travaillé ton personal branding, c'est obligatoire. Alors ça dépend, puisque non, enfin, j'ai énormément travaillé. Moi, je me dis que j'exerce un métier de service, que je sois sur une scène de théâtre pour délivrer une histoire ou dans la salle d'une salle de formation ou à la fac face à des étudiants. Je me dis que c'est un peu toujours le même métier. J'ai un service à délivrer sous forme d'information, de langage, d'histoire. Et que, bon, les costumes changent évidemment de temps en temps, et l'écriture aussi, mais en fait, c'est un peu toujours le même métier. J'exerce un métier de service dans toutes sortes d'endroits. Et effectivement, puisque des gens me font confiance, ça veut dire aussi que je suis légitime et je corrobore complètement ce que vient de dire Jacques. À un moment donné, on se rend compte que on fait bien ce qu'on fait, ce qu'on a à faire, parce qu'on est heureux de le faire, tout simplement. Alors justement, Luc, moi j'ai un petit service à te demander. Je dis toujours que la sensation physique, il faut avoir des tests en stock. C'est-à-dire, si on croit qu'on sourit, en fait, on ne sourit pas. Donc, en fait, il faut se souvenir de la sensation physique de quand on sourit. Et tout ça, ça fait partie aussi du langage paraverbal ou non-verbal. Et j'ai une phrase à vous proposer qui est toute simple. Si tu veux commencer, Luc, je te la donne comme ça. Un Berthier, convoquer tout le monde en salle de réunion, on doit faire un point. Donc, si tu peux nous proposer différentes expressions vocales, on va dire le langage non-verbal de l'expression vocale dans ce cas, et voir à quel point ça peut changer la perception qu'on va avoir de la même phrase. Oui, c'est un peu comme, je reprends le symbole de l'écriture. Si on met du stabilo sur une phrase qu'on a écrite, on va mettre du stabilo sur un mot et on va donc renforcer l'impact de ce mot. Mais on peut faire la même chose à l'oral. Tu peux bien me redire la phrase, oui, s'il te plaît? Alors, du coup, je propose que vous la mettez en ping-pong. Hein. Berthier convoquer tout le monde en salle de réunion, on va faire un point, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça pourrait être Berthier convoquer tout le monde en salle de réunion. Là, j'ai mis du stabilo sur tout le monde. Ouais. Voilà. Mais ça pourrait être Berthier convoquer tout le monde en salle de réunion. On voit bien que Berthier est chargé d'un passif. Ouais. Ou Berthier convoquer tout le monde en salle de réunion. On doit faire un point. Voilà, ça veut dire que c'est pour faire un point. Ouais. Ouais, voilà, donc trois versions différentes, mais il y en a peut-être 100 000 autres. Une petite version, ouais. Berthier convoquer tout le monde en salle de réunion, on va faire le point. Ouais. Celui-là, il est bon, voilà. Donc, Berthier, convoquer tout le monde en salle de réunion, on doit faire un point. Là, c'est plus, voilà, c'est manager un petit peu, voilà, ça sent le recadrage. Et sinon, Berthier, convoquer tout le monde en salle de réunion, on doit faire un point. Plus informatif, plus explicatif. Moins investi émotionnellement, peut-être. Voilà. Donc, j'espère que l'audience, vous avez pris des exemples là et vous voyez un petit peu le fonctionnement de ce langage non-verbal. Évidemment, on en parle beaucoup de ce langage non-verbal, mais c'est toujours un peu vague. On prend rarement le temps de s'interroger sur son propre langage non-verbal, que ce soit du corps ou de l'expression vocale. Je vais remercier Luc. Pour sa participation, malheureusement, c'est vrai que c'est déjà fini. Nous sommes déjà en retard. Nous avons 3 minutes de retard. On verra ce qu'on peut faire pour les prochaines fois. Merci à toi, Jacques. Plaisir de vous voir en vrai. Moi qui suis un peu éloigné de vous aujourd'hui. On a beau être frères, on très belle expérience. Merci beaucoup. Et remerciez-moi, je vous donne l'occasion de vous croiser pendant 30 minutes. Exactement. Merci Marie-Camille de nous avoir permis de nous voir. Voilà, donc merci beaucoup Luc. Tu as une actualité, tu continues, tu as peut-être une tournée du Dîner de Con qui est en train de se préparer. Je vais m'occuper très très bientôt de doublage corporate. Voilà, on va faire du doublage très bientôt. Voilà. Génial, super. Et puis maintenant, évidemment, encore un grand merci, Jacques, merci à toi, d'avoir pris du temps au milieu de tes représentations qui t'enlèvent un peu ta concentration et ton focus. C'est très bien d'avoir des choses à faire quand on est en tournée. Alors, je commence à bien connaître Genève, j'ai arpenté dans tous les sens. Voilà. Mais ça m'a fait très plaisir de passer ce moment avec toi. Voilà, que dire d'autre que ce qu'on a dit. Voilà, alors, je pense que peut-être pour conclure, l'idée aussi qu'on peut donner, enfin ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent, c'est peut-être d'être
un peu observateurs de leurs propres émotions et de leurs propres ressentis dans les différentes situations de la vie, pour essayer de décrypter un petit peu ce qui se produit, ce qui se passe, et voilà, et pour bien nommer les choses et pouvoir bien les aborder ensuite quand on veut travailler là-dessus. Excellent, merci. J'espère que tout le monde sera reconnaissant d'avoir eu tous ces conseils de votre part à tous les deux. Voilà, donc c'est le moment de nous quitter. Aujourd'hui, nous nous sommes familiarisés avec cette thématique du personal branding. Nous avons commencé à explorer les différents éléments qui constituent notre marque personnelle. On a parlé de pistes pour construire son personnage, de comment gérer et utiliser nos émotions pour partager nos messages avec sincérité et authenticité, du trac et de ses vertus, parce que finalement, on peut tirer des bonnes choses du trac, et bien plus encore. J'espère que vous repartez avec toutes ces pistes de réflexion pour travailler votre incarnation et votre présence. Maintenant, il y a toutes les mentions que je dois partager. Pour en savoir plus sur nos prochains épisodes et nos invités, suivez Omega Studio Geneva sur LinkedIn et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Omega Studio. Je tiens à remercier aussi l'équipe d'Omega Studio pour la conception de ce premier épisode du Showcast. Je veux parler de Cyril Gay-Christophersen et notre réalisateur Édouard Rosier. Merci à tous de votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.